On va commencer cette table ronde tout simplement en demandant à nos invités, que je remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde un peu inaugurale, fondatrice, puisque c'est la première de la série, eh bien, de me répondre en deux mots. Alors Laurent, pour une fois, tu parleras en dernier, mais je vais d'abord donner la parole à Delphine, si elle veut bien nous dire tout simplement ce qu'évoque la notion d'excellence pour elle. Là, on est plus sur un registre personnel. Et est-ce que c'est un terme que tu apprécies, que tu utilises? Moi, c'est un terme que j'aime bien. Je trouve que c'est une source de fierté. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête que l'excellence, c'est multifacette. On peut être excellent dans les relations humaines, dans l'intelligence émotionnelle, dans la dimension académique, dans l'empathie, dans les relations aux entreprises. Je pense que c'est de ce dont on va parler. Mais oui, c'est un terme que j'assume et que j'aime bien. Et je pense que c'est important que l'enseignement supérieur français soit fier de son excellence. Merci Delphine. Sana, on va passer à vous. Est-ce que vous pouvez répondre à la même question? Alors, pour moi, l'excellence, c'est rechercher la perfection. Alors là, on obtient de l'excellence. C'est un terme que j'aime aussi, que je préfère au terme d'élitisme, qui est un peu différent, qui donc n'a pas la même notion. Voilà, c'est vraiment rechercher le meilleur de soi-même, le meilleur d'une organisation pour acquérir les meilleures compétences pour pouvoir répondre aux besoins dans la meilleure des manières. Merci. François, à toi. Tamim, j'adore ce terme excellence et j'apprécie beaucoup la définition qu'en donnait Aristote et que nous pourrions reprendre à notre compte dans les grandes écoles, c'est que l'excellence, c'est une habitude. C'est une habitude qui donc nous pousse à chercher continuellement à atteindre la performance dans tout ce que nous faisons dans les grandes écoles. Et peut-être pourrait-on dire que l'adjectif grand de grandes écoles, en fait, signifie excellence. Merci beaucoup, François. On va passer à Philippe Véron, qui est en ligne maintenant. Excellence, c'est un terme, j'ai envie de dire, ça fait envie, hein. Si on regarde son contraire, c'est la médiocrité. Donc effectivement, je crois que l'excellence, c'est ce à quoi aspire un peu tout le monde dans différents domaines, hein, comme ça a été cité juste avant. Donc c'est un terme que on aime tous bien, je crois. Merci. Laurent, à toi de nous dire cela, et puis ensuite on embrayera sur l'excellence de la conférence des grandes écoles et de ses membres. Oui, c'est un terme que j'aime bien, qui montre qu'on essaye de faire le maximum, de faire le mieux possible son travail, et plus que le mieux possible. Alors c'est vrai que en ce qui concerne les grandes écoles, parfois il est confondu avec le terme d'élitisme, hein, donc c'est effectivement important. C'est effectivement important de l'associer au fait que c'est une excellence qui s'adresse au plus grand nombre, qui est ouverte au plus grand nombre, et qu'on va chercher à faire le plus qu'on peut pour accompagner ceux qui sont méritants vers la réussite. Alors merci Laurent, tu gardes la parole, puisque je voudrais que tu nous donnes un ordre de grandeur aujourd'hui de ce que représente cette démarche d'excellence. Allez, qu'on va résumer à travers vos propos comme cette capacité à se hisser, à faire le mieux, à s'élever. En quoi les ordres de grandeur rendent cette excellence avec cette conférence dont tu as rappelé tout à l'heure qu'elle s'est beaucoup élargie depuis les 11 membres fondateurs d'un certain mai 1973. Alors effectivement, par rapport à ces 12 écoles de départ, hein, aujourd'hui, il y a 235 écoles membres dans la conférence des grandes écoles, des écoles françaises, mais aussi des écoles étrangères. Alors un petit peu, et on travaille justement à accompagner certaines écoles à rejoindre cette conférence, donc à travailler ce côté excellence pour nous rejoindre. Plus de 250 000 étudiants français et étrangers inscrits dans nos programmes grande école. Donc, on montre qu'on s'adresse à beaucoup de monde. Ça reste pas un petit monde. Ça reste petit par rapport à la masse d'étudiants en France, mais ça reste quand même conséquent. Plus de 53 000 apprentis aujourd'hui. Donc aussi, on a placé l'apprentissage au cœur aussi de notre excellence.
Et puis 125 000 étudiants français et étrangers inscrits dans nos autres formations, donc un élargissement, cherchant à toujours placer les formations au meilleur endroit. Voilà. Parmi ces formations, il y a celles qui sont accréditées par la Conférence des grandes écoles. On a 365 programmes de master spécialisés et 146 programmes de Master of Science qui sont accrédités et qui sont actifs. Bon, je vais pas parler d'autres. Alors, j'ai parlé du label Fort Digital tout à l'heure, qui est vraiment l'excellence en termes d'usage du numérique dans la formation. Il y a seulement 10 écoles qui ont obtenu ce label. Bon, il y a du chemin à faire. Une excellente le résultat de cette excellence, c'est aussi une excellente employabilité de nos diplômés. Donc 90% de taux net d'emploi mesurés dans l'enquête insertion en 2022. Et puis, je crois que tu l'as rappelé dans un tweet ce matin, 15 écoles qui sont dans le Global Employability University Ranking Survey l'année dernière. Donc, une visibilité internationale de l'employabilité de nos diplômés. Voilà. C'est aussi un lieu un lieu d'excellence pour accompagner nos étudiants vers l'entrepreneuriat. Plus de 60% des écoles ont un incubateur. L'excellence aussi dans le lien avec le monde économique, donc la présence de notre collègue ici le montre. 70% des chaires industrielles en France aujourd'hui sont installées dans des grandes écoles. 55% des chercheurs en entreprise ont un diplôme de grande école, donc la contribution de nos écoles à la recherche en entreprise est fondamentale. Et 50% des instituts Carnot, alors je pense qu'on en reparlera avec Philippe Véron qui est président de l'association des instituts Carnot, sont portés par des grandes écoles. Et donc pour finir par la recherche, mais je pense que tu en reparleras après, 37 grandes écoles d'ingénieurs au management qui sont accréditées à délivrer le doctorat, donc une implication forte dans la recherche au plus haut niveau. Et un certain nombre de nos chercheurs qui sont lauréats d'une ERC, donc de l'excellence dans la formation, dans l'insertion professionnelle, dans la relation avec les entreprises, dans la recherche. Merci Laurent. Vu du point de vue de l'ensemble de la conférence, cette diversité d'établissements qui la composent et dont tu rappelais en agrégat ce que ça représente, avec quelques chiffres clés très forts, cette diversité, elle fait partie justement de cette démarche d'excellence de l'ensemble du collectif ? Oui, parce que il y a effectivement l'excellence, c'est une des caractéristiques communes de ces écoles, c'est-à-dire que dans des champs de formation différents, relativement généralistes pour certaines écoles, extrêmement spécialisés pour certaines autres, il y a toujours cette recherche d'être au top et de faire le meilleur pour répondre aux aspirations de nos étudiants, pour répondre aux demandes des milieux socio-économiques qu'on va servir. Merci. Donc une habitude qui consiste à se hisser et à s'élever, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour la collectivité que l'on représente. On va a priori pouvoir donner la parole à Franck Bournois. Chers amis, cher Laurent, bienvenue à ce congrès anniversaire des 50 ans de la CGE que j'ai plaisir à ouvrir virtuellement. Et pardonnez-moi de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui pour ce moment fort. En militaire, Colin Powell disait que si l'on recherche l'excellence dans les grandes choses, il faut commencer par la développer dans les petites choses. Et il a raison, je crois, d'insister sur le fait que l'excellence ne doit pas être vue comme de l'exception, mais que ce doit être une attitude qui prévaut en permanence. Et je sais que nous sommes très nombreux à partager cette approche au sein de la CGE. L'excellence, étymologiquement, c'est ce qui nous fait sortir quelque chose, ex, vers ce qui est élevé au sommet, qui est plus haut, vers le ciel, Celsius. Et dans nos belles écoles, l'excellence, c'est pour moi 5 pistes. L'excellence de nos élèves, tout d'abord, par le recrutement et surtout par le concours d'entrée qui sélectionne et qui donne sa valeur forte à la notion de mérite. Pour les années 2030, vers lesquelles on se dirige, nous avons, je crois, l'obligation de mieux servir et d'élever nos élèves encore plus, en leur faisant vivre des expériences individualisées fortes, en lien avec leurs projets personnels, en pensant l'hybridation des matières pour construire le parcours de chacun d'entre eux. Bien évidemment, l'excellence, c'est aussi, en deuxième piste, l'excellence des enseignants-chercheurs de nos écoles.
avec ce pragmatisme unique qui consiste à faire le lien entre la recherche et les cours. L'horizon des années 2030 et l'obsolescence croissante de la connaissance va amplifier le besoin de rigueur scientifique, à la fois dans les sciences dures et sociales, dans le fondamental et dans les applications. C'est une bonne chose que de réunir écoles d'ingénieurs, de management, d'architecture, de design, de développement durable, parce qu'elles vont travailler nécessairement de plus en plus ensemble. Et je suis également convaincu, en troisième piste, comme beaucoup d'entre nous, que les écoles vont devoir poursuivre les efforts en matière d'excellence par leur système de gestion. On va assister à une individualisation des besoins des élèves et des entreprises, à une multiplication des projets numériques, à une poursuite de l'internationalisation et surtout à un besoin croissant de traçabilité et d'évaluation des actions. Et tout ceci appelle l'utilisation d'outils fiables, rapides et automatisés en matière d'information. En quatrième piste, nos écoles se distinguent aussi par cet atout durable de l'excellence et par la proximité des employeurs. Ceux-ci recherchent des profils solides, mais aussi une grande diversité d'origines et de parcours. Au-delà de nos écoles prises individuellement, l'excellence, c'est aussi celle de la communauté des alumni. Et pour que tout ceci continue de se réaliser, cela passe, je crois, par l'excellence des relations et des partenariats entre nous. Dans cette belle communauté de la CGE, de la conférence des grandes écoles que Laurent, Hugues et les équipes animent avec ferveur et dévouement. Un très bel anniversaire à tous et à très bientôt. Alors, je voudrais maintenant revenir sur un premier volet pour essayer de creuser avec vous cette notion d'excellence, alors qui est beaucoup revenue au niveau pédagogique, avoir de bons étudiants et les transformer comme il faut, hein, au profit évidemment du monde professionnel vers lequel il se destine, mais un monde professionnel qui ne se dessine pas toujours très très clairement, puisqu'il est lui-même saisi d'un certain nombre de mutations. Et donc, on va traiter cette question du modèle pédagogique et des formations grande école. Je voudrais donner la parole à Delphine pour essayer d'avoir son approche pour caractériser finalement le modèle pédagogique et finalement ses marqueurs. Alors, effectivement, moi, ce qui me semble, c'est que les grandes écoles se caractérisent par une grande agilité en matière de pédagogie. D'ailleurs, on l'a vécu pendant le Covid. Nous avons souvent été salués pour notre réactivité, notre capacité à nous adapter. Mais je pense que ça va au-delà. C'est vraiment dans l'ADN des grandes écoles de renouveler en permanence leur pédagogie, de construire aussi des pédagogies très proches des entreprises et aujourd'hui des pédagogies de plus en plus expérientielles. Alors, peut-être un premier point, c'est de souligner que la pédagogie et l'innovation, parce que ça va même au-delà, l'innovation pédagogique, sont au cœur du modèle grandes écoles. Si je repense à la fondation des écoles de management il y a des dizaines d'années, c'était au départ aussi l'introduction de la méthode DECA, qui venait de Harvard à l'époque, qui caractérisait cette pédagogie en petits groupes, quelque chose qu'on retrouve aussi dans les écoles d'ingénieurs, l'expérimentation aussi au cœur de la pédagogie, la proximité aux entreprises. Depuis, les méthodes pédagogiques se sont beaucoup diversifiées, les études de cas ont changé, elles sont devenues des études de cas live, où les entreprises viennent proposer des challenges aux étudiants en leur soumettant les difficultés auxquelles elles sont rencontrées et en essayant d'avoir des approches un peu nouvelles. Beaucoup de projets, beaucoup de simulations, de jeux d'entreprise, des classes inversées, des immersions. Beaucoup aussi de pédagogie expérientielle sur le terrain. Et de plus en plus aujourd'hui, un travail approfondi sur les grands enjeux actuels de la société. Je peux prendre l'exemple, je vois Vincenzo dans mon champ de vision. Je vais prendre l'exemple de l'ESSEC, qui ouvre chaque année son programme avec le séminaire Comprendre et changer le monde, avec des conférences et des travaux en groupe sur les enjeux du monde actuel, des thématiques aussi variées que le gâchis alimentaire,
construire des modèles économiques résilients et soutenables, l'espace de travail post-confinement ou la manière de lutter contre les fake news. Donc finalement, je pense que ce qui caractérise notre pédagogie, c'est vraiment de s'ancrer dans le réel et d'essayer d'être en temps réel une source de propositions à l'égard des dirigeants d'entreprise, mais aussi à l'égard de la société pour affronter et voir comment mieux résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point, et c'est l'actualité et l'innovation dans les thématiques et dans les méthodes pédagogiques. Le deuxième point, je crois, qui nous caractérise, c'est la manière dont nous intégrons la technologie dans nos approches pédagogiques également. Alors là, je vais parler de mon école, Néoma, forcément, parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais nous avons intégré les cas en réalité virtuelle il y a presque 10 ans maintenant, donc à l'époque où c'était quand même peu répandu. Nous avons lancé notre premier campus virtuel avant le métaverse. Souvent en rigolant, je dis que Mark Zuckerberg a regardé ce qu'on faisait. Bon, je suis pas sûre, mais je peux espérer. On a aujourd'hui des projets, par exemple Arts et Métiers, qui développe le projet Génie sur les jumeaux numériques et comment les jumeaux numériques peuvent enrichir la pédagogie en permettant de faire dans un monde digital les mêmes choses que dans un monde réel, mais parfois avec moins d'implications, parce que si vous générez une explosion dans le monde numérique en mélangeant des substances, ça a quand même moins d'impact que si vous le faites dans sur tes paillasses, Laurent. Donc, ça caractérise aussi les grandes écoles. Je pense que c'est une forte intégration de la technologie et des nouvelles avancées tech dans la pédagogie au quotidien. Et puis le troisième volet sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'international. Parce que ce qui caractérise aussi les grandes écoles françaises, c'est leur très forte reconnaissance à l'international. Effectivement, j'ai vu ce matin, alors ça tombait bien, une étude de Times Higher Education qui disait que les établissements d'enseignement supérieur français, et notamment les grandes écoles, étaient classés par Times Higher Education comme deuxième ex-aequo dans le monde par leur valorisation. Donc le premier pays, c'est les États-Unis, ça ne vous surprendra pas, mais en deuxième position, ex-aequo, le Royaume-Uni et la France pour l'excellence des grandes écoles. Aujourd'hui, dans nos écoles, nous avons jusqu'à 40 à 80% de professeurs internationaux dans certaines d'entre elles. On a 20 à 50% d'étudiants internationaux qui choisissent la France et les grandes écoles françaises pour y faire leurs études, pour y obtenir leur diplôme. Et l'international, même pour les étudiants français, est essentiel, puisque pour beaucoup de nos étudiants, les 6 mois, l'année ou les 2 ans qui vont passer à l'international sont une expérience transformatrice. Ils n'ont souvent eu peu d'expérience internationale avant de nous rejoindre, et ça va complètement les transformer, ça va les ouvrir au monde, que ça soit chez des établissements partenaires ou sur nos campus, Central en Chine ou ailleurs, ça les transforme et souvent ça leur ouvre des carrières qui vont se faire dans de très grands pays. Donc là encore, une excellence à l'international qui me semble important de souligner. Merci beaucoup Delphine. Alors sur ce sujet de l'agilité, sur laquelle se greffe de la réactivité, de la transformation puisant dans les technologies, sur fond d'une exposition à l'international forte, François, est-ce que tu veux réagir et nous dire un petit peu quelle est ta vision de ce modèle pédagogique toujours en mouvement? Donc, l'excellence, c'est une habitude, et nous, par exemple, grandes écoles, nous avons l'habitude de côtoyer les industriels nationaux, les industriels internationaux, c'est-à-dire à la fois de mettre en contact nos enseignants-chercheurs avec ce milieu. Je recite l'exemple que donnait Laurent tout à l'heure sur le nombre, le pourcentage de chaires industrielles qui sont dans les grandes écoles, à peu près 60%, sachant que nous formons 15% des étudiants de l'enseignement supérieur par rapport aux 3 millions d'étudiants qui sont aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Donc, notre première caractéristique, c'est cette habitude d'être toujours en mouvement avec les employeurs de nos futurs étudiants. Ça, c'est absolument fondamental. Et comment nous faisons ça?
dans les grandes écoles. Nous les mettons en contact dès leur arrivée dans des pédagogies par projet, des pédagogies expérientielles où nous faisons intervenir quasiment systématiquement des entreprises et des industriels. Premièrement. Secondo, nous avons également l'habitude en tant que grandes écoles d'avoir des parrains de promotion, pour ceux d'entre eux qui en ont, qui sont également des parrains issus du milieu de l'industrie. Troisièmement, je reprendrai ce que disait Franck Bournois tout à l'heure sur l'importance des alumni. Nous avons un réseau d'alumni qui est absolument considérable. Si nous prenons tous les alumni de nos grandes écoles, ces alumni sont en mouvement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous leur demandez de ce qu'ils pensent de leur passage dans les grandes écoles, quand moi je vais les écouter, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent c'est formidable ce qu'on a appris pendant 3 ans à l'école. Nous voulons revenir parce que nous voulons continuer à être en contact avec le milieu de la formation, le milieu étudiant. Donc nous devons continuer à avoir cette habitude de rester en contact avec notre communauté des alumni. Enfin, sur l'international, effectivement, nous recherchons une forme d'internationalisation parce que nous devons en permanence intégrer des problématiques sociétales. Notre impact sur la société en tant que grande école est également fondamental. Et nous considérons aujourd'hui que les problématiques sociétales sont des problématiques internationales qui touchent au-delà des frontières des frontières de notre pays. Et donc tout ce que nous faisons en matière, par exemple, d'environnement et de transition sociétale est mondial. Donc le fait de pouvoir bénéficier d'avoir cette habitude de faire des croisements interculturels est absolument fondamental pour nos grandes écoles. Alors on aura l'occasion d'y revenir puisqu'il y a une table ronde qui est spécifiquement dédiée à ces sujets. Sana, je me tourne vers vous parce que j'aimerais que sur ce sujet-là, vous nous éclairiez de la perception des entreprises. Alors comment répondez-vous à la question de savoir si nos grandes écoles savent finalement être ces accélérateurs de talent dont vous avez besoin une fois dans vos murs ? Tout à fait. Alors, j'ai pas la prétention de parler au nom de toutes les entreprises. En revanche, je peux parler au nom d'Engie, mais qui connaît quand même les mêmes enjeux que les grands industriels, notamment dans l'énergie. Les entreprises ont besoin de l'excellence des écoles pour recruter les talents qui vont nous aider à relever les défis de la transition énergétique, mais aussi les défis business, des défis des défis sociétaux. Et c'est au-delà de la compétence, au-delà de l'expertise qu'on recherche, on recherche aussi des étudiants, des futurs talents qui cochent certaines cases, notamment de valeurs, d'inclusion, de diversité. Et ça, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais qui font partie d'une philosophie d'école. On a une liste de certaines écoles cibles avec qui nous avons des partenariats. Pour tout vous dire, je m'occupe de l'activité des relations académiques depuis 2 ans et demi maintenant. Quand j'ai repris l'activité au sein d'Engie, je me suis aperçue qu'on parlait qu'avec des écoles élites. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite différence tout à l'heure. Mais la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui, et ça demande à une certaine agilité, ça ne nous empêche pas. Alors pourquoi ? Parce que l'élite, c'est quand même assez rigide. Les écoles, l'excellence des écoles, c'est assez souple, ça demande à une certaine agilité. Et ça se remet aussi au goût du jour de la culture, de la société, des compétences, des nouveaux métiers. Donc pour en revenir aux compétences, quand on établit cette liste d'écoles cibles, la première chose qu'on regarde, c'est la capacité de répondre à nos compétences métiers. Des métiers d'aujourd'hui, des métiers de demain. Aujourd'hui, on appartient à un monde qui évolue trop vite. Je ne peux pas dire qu'il évolue très vite, il évolue trop vite. Si je prends l'exemple du métier de data scientist, par exemple, c'est un métier dans lequel nous n'avons pas pu recruter il y a encore 4 à 5 ans. Aujourd'hui, ça s'assouplit parce que nous avons les compétences qui ont émergé depuis.
Mais c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, quand le monde évolue, quand on a besoin de la data pour accompagner le business, on ne trouvait pas de talent pour répondre à ce besoin. Et c'est le cas de plusieurs autres métiers. Bon, à ça, en plus, on ajoute des métiers pénuriques. Donc voilà, ça peut mettre en cause un certain, enfin en tout cas le business. Donc voilà, c'est comment répondre aussi avec agilité, mais surtout avec anticipation à un certain nombre de compétences que les entreprises, enfin des métiers que les entreprises ont pour aujourd'hui et de demain. Et c'est cette capacité à se donner cette vitesse d'accélération pour être le plus agile possible. La deuxième notion que je voulais aussi partager, c'est repenser peut-être, je suis pas là pour challenger, je vous assure, je suis là vraiment pour parler de notre vécu d'entreprise, mais peut-être repenser le modèle des grandes écoles et les rendre les plus polyvalents, peut-être un modèle qui serait plus calqué sur le modèle anglo-saxon. Quand je parle avec des écoles, parce que c'est mon quotidien, quand je parle avec des écoles, des business schools, des écoles de commerce, elles ont tendance de plus en plus à dispenser des programmes, des formations qui résultent sur des programmes d'ingénierie. Donc elles forment des ingénieurs en quelque sorte. On a tendance à voir encore le modèle français trop siloté. On a les écoles d'ingénieurs, on a les écoles de commerce, on a les universités qui faisaient partie encore dans la case diversité, les universités. Pour petite anecdote, les universitaires ne prenaient pas des grands postes de management dans de grands postes de direction parce qu'ils n'avaient fait qu'une université. L'université, c'est des cursus qui sont aussi excellents. C'est des compétences qu'on recherche parce que c'est des profils qui sont aussi divers et variés. Et donc voilà, c'est peut-être repenser à la façon anglo-saxonne, pour revoir un peu le système, le schéma des écoles pour les rendre beaucoup plus polyvalents, beaucoup plus généralistes et en faire ressortir. Et effectivement, enfin, on a toujours besoin d'expertise pointue, de spécialité. On reviendra peut-être tout à l'heure, Sana, sur ces questions que soulève la pluridisciplinarité, l'hybridation, les passerelles, parce que c'est probablement un des défis, effectivement, qui nous attendent en dehors des paradigmes, on va dire, établis. Ce sur quoi je voulais revenir avec vous 2 minutes, c'est justement votre vision de la capacité de notre collectif d'écoles à s'emparer de ces nouveaux métiers qui arrivent à vitesse grand V et de la capacité des écoles à y répondre avec une certaine réactivité. Comment vous, de votre expérience, vous voyez ce dialogue justement entre les écoles et les entreprises pour être facilitateur de ces cycles qui en vérité sont beaucoup plus courts. C'est aussi ça, c'est le défi de la vitesse que soulignait tout à l'heure François. Alors déjà, nous avons sur nos métiers d'ingénierie, de sciences, on a des laboratoires de recherche. Avec qui on a un lien particulier avec les chercheurs des écoles. On met aussi en place des chaires, mais je peux vous donner aussi un exemple d'un partenariat qu'on a fait avec l'Université libre de Bruxelles. On est aussi, j'ai pas parlé de l'internationalisation, mais c'est vrai que l'international est un enjeu très important pour le groupe. Et pour beaucoup de groupes aujourd'hui également, quand bien même ce soit des groupes français. Donc voilà, on fait ces travaux de recherche ensemble et avec l'Université libre de Bruxelles, on a co-construit un master qui répondait à une expertise qu'on ne retrouverait pas dans les universités belges. Notamment sur les Smart Cities. Donc voilà, c'est des programmes qu'on va co-construire avec des écoles, des universités. C'est des travaux de recherche qu'on va mener avec les écoles de manière très proche. Voilà, maintenant, ça passe aussi par des partenariats avec les écoles, avec qui on parle au quotidien, avec qui on émet nos besoins, encore une fois, parce que l'objectif final, ça reste quand même le recrutement, avec qui on parle au quotidien sur les besoins qu'on a aujourd'hui, mais surtout, moi j'insiste vraiment, c'est anticiper le monde de demain. Et aujourd'hui, on a assez de visibilité pour dire, nous avons besoin de telle et telle compétence, construisons ensemble. On peut vous mettre à disposition des alumni, comme vous dites, avec une casquette d'expert.
On intervient énormément dans les écoles. On intervient énormément dans les travaux de recherche aussi dans des écoles. On vous fournit des cas pratiques pour que vous puissiez aussi travailler sur nos problématiques business. Donc voilà. Et après le lien, c'est vrai que on suscite aussi des vocations auprès des étudiants. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un accès direct aux étudiants quand même. Alors, s'agissant de cela, Sana, j'ai une dernière question à vous poser sur ce sujet. Vous m'aviez dit en préparant cette intervention que vous étiez particulièrement sensible à la diversité des trajectoires que l'ensemble des grandes écoles mettent à votre disposition. Est-ce que vous pouvez me préciser votre propos ? Alors, ça reprend un peu tout ce que je disais tout à l'heure. Comment vous l'exprimez, ce débat en entreprise ? Le débat, c'est de se dire, peut-être encore une fois, l'excellence, je vais me répéter, mais on n'est plus sur de l'élitisme, on est sur de l'excellence. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. L'excellence, il y a quelques années, on voyait cette notion portée uniquement par les grandes écoles, les très grandes écoles. Aujourd'hui, on a cassé ça en entreprise, ça a été très difficile. Parce que je vous laisse imaginer, le directoire, le COMEX issu de très grandes écoles, c'est de laisser aussi la place aux moyennes écoles ou plus petites écoles, mais aussi les universités, pour qu'ils puissent aussi nous proposer des talents. Pour nous, les talents, un jeune qui vient en entreprise, qui vient d'être diplômé d'une école, il n'a pas d'expertise. Donc, on mise sur du potentiel. Ça, c'est la première chose. C'est redessiner un peu les écoles avec lesquelles on parle. Après, dans les écoles, les très grandes écoles, ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte. Bien au contraire. On était à l'ESSEC, pour pas la nommer encore une fois, mais nous étions à l'ESSEC avec Catherine MacGregor, notre CEO, vendredi dernier, pour signer un partenariat, mais sur un cursus, sur une formation qui prône l'inclusion et la diversité. C'est comment préparer les jeunes à répondre aux enjeux sociétaux, sur les enjeux environnementaux aussi, pour répondre ensuite à nos problématiques business. Je vous donne des exemples comme ça, mais c'est pas c'est pas cité pour citer, mais nous avons aussi très récemment signé un partenariat avec Arts et Métiers. Nous avons signé aussi le même partenariat avec Ponts et Chaussées, qui restent de très grandes écoles, mais qui s'adaptent, qui coche des cases de donner l'accès à tous, donner une chance à tous, parce que on mise à la fois sur la culture de l'école qui est en capacité de s'adapter à ce nouveau monde, et la capacité aussi de donner la chance à des potentiels et non à des talents, comme on le dit de manière très limitée, mais en leur donnant, par le biais des bourses aussi, ça passe par vraiment l'accès à des potentiels d'être formés sur une formation d'excellence pour ensuite rentrer sur nos enjeux de professionnels. Alors précisément, ce système un peu structurel qui consiste à produire des talents dans la diversité de nos écoles et dont Delphine disait il y a un instant qu'il était quand même reconnu d'assez loin. Enfin, il y a une forme un peu de génie à la française de le faire en tous les cas, tout en ayant la capacité, évidemment, à accompagner les défis du moment. Laurent, est-ce qu'on peut t'interroger justement sur la place que ce dialogue ou cette cofabrication avec le monde vers lequel on se destine, si on peut l'appeler comme ça, prend dans justement l'ADN de l'excellence ? Institutionnellement, comment qualifier finalement cette approche et comment la caractériser ? Comment la caractériser, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que aujourd'hui, cette relation avec l'entreprise, ce souci de répondre rapidement à l'entreprise, il est devenu structurel, aussi parce que quand on a une entreprise qui exprime un besoin de formation, de plus en plus on l'associe à un besoin de recherche, et il embarque différents modes de formation, de la formation initiale, donc Delphine en a parlé, inclure l'entreprise dans nos projets, dans nos cas pratiques, dans nos cas d'études, de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, et c'est devenu maintenant et puis la construction, en particulier via l'hybridation, de modules de formation courte pour les entreprises. Donc maintenant, c'est devenu l'ADN en fait de nos structures, de nos enseignants-chercheurs, de proposer une réponse complète
qui se déclinent en différents formats pour être le plus impactant possible dans la réponse à l'entreprise et comme je l'ai dit, qui s'appuie aussi sur des compétences en recherche de nos anciens chercheurs pour toujours être au plus haut niveau. Donc c'est devenu maintenant vraiment quelque chose de structurel et qui fait aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, que quand une école ne sait pas répondre toute seule, elle va s'associer à une autre, éventuellement une école d'un autre type. Est-ce que dans l'ensemble, alors François, tu voulais réagir sur ce sujet peut-être ? Oui, l'excellence, habitude de travailler ensemble. Ça me fait penser à plusieurs exemples. Donc travailler ensemble pour former des diplômés qui vont transformer la société vite, avec un impact sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la transformation énergétique, la transition écologique. Et je voudrais citer et sur le fait que ce qu'on produit est utilisable pour le bien commun. J'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit en termes de collaboration, la collaboration entre l'ENS Paris-Saclay et l'École nationale supérieure de la création industrielle, qui a fait le centre de recherche du design. Comment on fait pour rendre les produits du futur beaux, utilisables, envieux, quoi. Un autre exemple, la coopération entre l'École nationale supérieure du génie de l'eau et de l'environnement avec l'INRAE. Je lisais dans la presse récemment qu'on allait avoir un énorme problème de sécheresse en France dans les mois qui viennent. Nous allons tous devoir résoudre mondialement le problème de l'eau. Comment nous, dans nos grandes écoles, nous mettons en commun, comment nous collaborons ensemble, grandes écoles qui forment des diplômés ingénieurs, voire de futurs chercheurs, et des organismes nationaux de recherche pour résoudre le problème de l'eau. Donc association grandes écoles, organismes nationaux de recherche, association de grandes écoles, l'école normale supérieure, Paris-Saclay et l'école de la création industrielle pour le design. Tout ce que nous allons produire de merveilleux dans les 30 ans qui viennent va provenir d'associations. Est-ce que ça veut dire que ces défis, finalement, qui nous viennent du monde de l'entreprise et la manière dont les entreprises formulent ce défi dépassent en fait la simple expression d'un besoin de compétences en transformation? C'est bien ça qu'il faut comprendre de cette relation structurelle? Je ne sais pas qui veut répondre. Les entreprises en particulier et la société en général recherchent des jeunes spécialistes, des diplômés qui sont capables d'avoir une vue d'ensemble, qui sont capables de mélanger différentes techniques issues de différents domaines, qui sont capables d'aborder la pluridisciplinarité pour résoudre les problèmes de la société qui sont par essence pluridisciplinaires. Et c'est en ça que je crois que l'association de toutes les compétences que nous avons dans les grandes écoles, qui sont très diverses, on parle beaucoup de sciences dures, mais je pense qu'on doit aussi très souvent maintenant parler de sciences sociales. Je peux reprendre un autre exemple qui est l'association d'Audencia, je crois, et de Malakoff Humanis qui travaille, je crois, sur des concepts liés au sens social qui permettent d'éviter aux gens de se retrouver dans une grande précarité et de devenir financièrement dépendants. Et donc c'est ça, je crois, qu'on doit chercher dans l'excellence des grandes écoles, cette habitude de travailler ensemble pour résoudre des problèmes pluridisciplinaires avec des solutions pluridisciplinaires. Merci beaucoup. Sana, une dernière question sur ce sujet-là. Vous êtes vous-même membre du CA, de la Conférence des grandes écoles. Vous y siégez. De quel message vous vous faites porteuse dans ces réunions? Qu'est-ce que vous nous dites? Alors, encore une fois, ça marche. Encore une fois, c'est pour vous émettre les besoins qu'on a en entreprise, mais c'est surtout des moments très importants pour l'entreprise, puisque c'est les moments où on a les informations de manière prioritaire, de manière exclusive, qui sont des véritables aides à la décision sur les écoles ou les branches de formation pour l'entreprise.
Donc c'est vrai que c'est des discussions pour moi. Donc, je suis très active, je suis très très présente parce que ça nous permet d'avoir vraiment les informations, de voir aussi comment c'est construit, comment c'est développé, comment la stratégie des grandes écoles du monde académique est pris en main. Puis après, c'est aussi une façon pour les entreprises de rentrer dans les ateliers de travaux, liés à l'innovation, à la recherche, sur la diversité aussi. Voilà, c'est aussi parce que nous sommes acteurs, parce qu'on est aussi partie prenante, parce qu'aussi on a un rôle à jouer dans le monde académique. Et donc voilà, on est là pour vous émettre aussi les besoins et prendre en considération l'évolution en temps réel pour pouvoir prendre des décisions. Merci. Alors, on va passer à un troisième volet dans cette caractérisation de l'excellence. C'est justement, alors vous l'avez évoqué en filigrane, la recherche, par différents aspects. François, je vais te rendre d'abord la parole. Quels sont les 2 ou 3 saillants qui te tiennent à cœur et que tu voudrais partager avec nous? Comment peut-on caractériser l'excellence de la recherche en général et dans les grandes écoles? C'est ça la question. Déjà, personnellement, je considère que la recherche, c'est la création du savoir et la découverte de nouveaux savoirs pour avoir un impact sur la société. L'excellence en recherche, c'est avoir l'habitude de faire de la recherche qui aura un impact sur la société à plus ou moins long terme. C'est ça que nous devons rechercher. L'excellence de la recherche, je la vois également dans tout ce qu'elle a de collectif, d'interdisciplinaire, inter-école, organisme de recherche. C'est la capacité qu'a la recherche à fédérer autour de sujets communs plusieurs communautés de chercheurs dans différents domaines. Ça, c'est aussi pour moi l'excellence, c'est cette capacité à fédérer les savoirs. Troisième caractéristique qui me paraît fondamentale et qui est cette fois-ci intrinsèque, l'excellence intrinsèque de la recherche, c'est le fait qu'on puisse la vérifier, qu'elle ait fait l'objet d'évaluations permanentes, de protocoles, et qu'on vérifie donc continuellement qu'on sait ce qu'on raconte et qu'on est en train justement de produire de l'excellence parce qu'on sait ce qu'on raconte, parce qu'on publie et parce qu'on fait revoir ses travaux par une très grande communauté qui a déjà une partie du savoir et qui va vérifier que ce qu'on est en train de produire de nouveau est encore plus excellent qu'avant, si j'ose dire. Donc c'est ces 3 caractéristiques pour moi qui me semblent fondamentales et qui contribuent de fait par cette habitude de l'excellence de la recherche à l'excellence de nos grandes écoles qui sommes très présents dans ce domaine de la recherche et de fait, je considère que, je ne sais plus qui parlait de ça tout à l'heure, je crois que c'était Franck Bournois également, que nous avons une chance phénoménale d'avoir de la recherche dans nos grandes écoles, parce que tous nos enseignants sont des chercheurs et tous nos chercheurs sont des enseignants. Et ça permet de transférer un savoir qui est à l'état de l'art. Cette notion d'état de l'art est fondamentale parce que nous souhaitons former des diplômés qui seront à l'état de l'art. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je vous entends très bien. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez faire un zoom justement sur l'excellence de la recherche et son rôle dans l'excellence des grandes écoles en général, mais vu par le prisme de l'organisme dont vous êtes le président, ces instituts Carnot, quelle est la place effectivement des écoles, quel est l'esprit et quel est le lien entre la relation partenariale qu'on évoquait tout à l'heure et cette excellence de la recherche? Oui, donc
la recherche dans les grandes écoles, c'est un point fort indéniablement, mais c'est le cas aussi dans les autres structures, on va dire, d'enseignement supérieur. Moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que je pense que dans les grandes écoles, il y a une culture qui est ancrée autour d'un triptyque formation, recherche, transfert, ce qui n'est pas toujours le cas par ailleurs. Et comme ça vient d'être dit juste avant, il y a cette logique de la recherche qui vient alimenter les formations, mais au-delà de ça, il y a aussi la recherche qui vient alimenter le transfert et le partenariat avec les entreprises. Donc ce souci du progrès ou de l'utilité de faire avancer aussi à travers de la recherche partenariale le monde socio-économique, je pense que c'est une caractéristique importante des grandes écoles. Alors effectivement, vous l'avez dit, les grandes écoles sont très fortement impliquées dans le label Carnot, le dispositif Carnot. Alors Carnot, je rappelle, c'est un label d'excellence de la recherche partenariale avec les entreprises. Aujourd'hui, en France, il y a 39 instituts Carnot. Et pour vous donner quelques chiffres clés, ces 39 instituts Carnot représentent 55% de ce qui se fait en termes de contrats de recherche entre la recherche publique et les entreprises en contrat direct, non subventionné. C'est globalement 10 000 contrats. Ça représente 600 millions d'euros de contrats par an. Et dans ces 39 instituts Carnot, il y a seulement 20% des équivalents de temps plein de la recherche publique qui sont impliqués. Donc vous voyez que il y a quand même une excellence, on va dire, dans ce domaine de la recherche partenariale. Pour revenir aux grandes écoles, globalement, il y a une quarantaine de grandes écoles qui sont impliquées dans effectivement 21 instituts Carnot, donc un peu plus de la moitié. Le reste, les autres Carnot, sont portés soit par des grands organismes de recherche, on en a cité, INRAE, CEA, CNRS, etc. Et puis, bien sûr, aussi par les universités. Il y a un peu moins d'une cinquantaine d'universités qui sont impliquées dans les instituts Carnot. En fait, les grandes écoles dans ces instituts Carnot sont présentes dans tous les Carnot des sciences de l'ingénieur. Globalement, et aussi dans tous les Carnot qui sont des Carnot agro, agri, environnement. Et je crois que ça a été mentionné par François juste avant. Il y a des vrais enjeux dans ces domaines-là, d'amener en fait des nouvelles technologies, notamment autour de l'agriculture de précision, agriculture numérique, et aussi bien sûr dans le domaine de l'environnement. Là où les grandes écoles sont un peu plus, sont plutôt absentes entre guillemets, c'est le domaine de la santé, avec globalement il y a 8 instituts Carnot autour des domaines de la santé, tout domaine confondu de la santé, qui sont évidemment plutôt portés par les universités et par les CHU, dont APHP principalement. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire autour des Carnot. Et puis si on fait un petit focus sur les 10 plus gros instituts Carnot, qui représentent globalement 65% de ce qui se fait donc au sein des Carnot en termes de contrats, 3 de ces 10 Carnot du top 10 sont portés par des grandes écoles. Les autres étant portés principalement par des grands organismes de recherche. Et puis 2 sont portés, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le domaine de la santé, sont portés par CHU et universités. Donc voilà un petit peu comment l'importance finalement de cette recherche partenariale dans la culture des grandes écoles se traduit dans le tissu de la recherche partenariale française. Alors justement, une excellence qui est tirée vers le monde industriel et ses transformations, à la fois en termes d'enseignement et de recherche. Delphine, je voudrais revenir vers toi. C'est quoi l'impact des écoles de management et c'est quoi le lien direct avec l'excellence? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette problématique? Oui, alors d'abord, en introduction, je voulais quand même, on célèbre les 50 ans, je voulais regarder dans le rétroviseur, il y a 50 ans, je pense qu'on aurait dit, si on s'était réunis, qu'on avait parlé de la recherche, qu'il y avait à l'époque les grandes écoles qui formaient les jeunes, qui étaient proches des entreprises, qui étaient très
qui était très orienté formation, enseignement, et qu'il y avait des organismes publics et des universités qui étaient tournés vers la recherche. Et je pense qu'en 50 ans, ça a complètement changé. On vient de le voir avec les chiffres, et ça a changé pour toutes les grandes écoles de toute nature, les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, les écoles qui sont spécialisées dans les sciences humaines et sociales. Donc, je pense que c'est important de se rendre compte. Malheureusement, les clichés ont la vie dure. J'ai appris il y a quelques jours que toutes les écoles de management consulaire étaient considérées par l'ANR comme des entreprises et non pas comme des institutions de recherche. Donc je ne sais pas s'il y a un responsable de l'ANR dans la salle, mais je fais un appel. C'est-à-dire qu'on est encore parfois sur des clichés et des images un peu éculées, même dans les organismes chargés de piloter la recherche. Donc je voulais revenir là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important dans une assemblée comme celle d'aujourd'hui d'insister sur l'activité de recherche des grandes écoles, quelle que soit leur nature. C'est d'ailleurs intégré dans nos systèmes d'évaluation. Un organisme comme la CEFDG met la recherche dans ses critères clés pour évaluer la qualité de notre recherche. Et parce que je crois que nous sommes tous convaincus que l'enseignement et la recherche vont ensemble et que c'est ce qui fait la qualité d'un établissement, c'est de pouvoir enseigner les résultats de la recherche. Alors j'en viens à ta question, mais je voulais quand même en profiter pour faire ce rappel. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche en management, là aussi souvent ignorée dans d'autres disciplines ? Eh bien, il s'agit de se projeter, d'analyser les pratiques des entreprises et de se projeter sur les pratiques de demain. On travaille de manière très étroite avec les entreprises, mais on fait aussi de la recherche fondamentale dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine des data, par exemple. Et donc, dans une école comme Neoma, nous avons défini des pôles d'excellence en recherche autour des grands enjeux de la société et des entreprises. Donc, nous avons 4 pôles de recherche. L'un qui s'appelle The World We Want, comment faire en sorte que les entreprises aujourd'hui contribuent à construire une meilleure société, que ça soit autour de l'inclusion, que ça soit autour de la diversité, que ça soit autour de la biodiversité, du respect de l'environnement. Donc on a développé un pôle d'excellence interdisciplinaire qui va rassembler des chercheurs de différentes disciplines de la gestion et d'ailleurs pour travailler sur ces sujets. Un autre qui s'appelle The Complexity Advantage. On est face à des organisations et des modes de fonctionnement de plus en plus complexes. Comment en tirer le meilleur ? Troisième sujet autour des data et de l'intelligence artificielle. Comment les intégrer dans les processus de décision ? Comment intégrer les sujets éthiques de manière forte dans ces pratiques ? Etc. Donc je voudrais le dernier, c'est sur les nouvelles manières de travailler et la manière dont les entreprises s'organisent. Donc je voulais dire vous le voyez dans notre recherche, il y a à la fois des aspects fondamentaux et des aspects appliqués. C'est important dans un pays. Enfin, je vous rappelle les grandes caractéristiques de notre pays en matière de recherche. On a une recherche publique assez forte, elle pourrait l'être davantage, mais elle est assez forte. Mais par contre, on est un pays qui sous-investit dans la R&D privée. Donc c'est important, les grandes écoles ont un rôle à jouer en stimulant la recherche et développement des entreprises, en travaillant de manière très collaborative avec les entreprises. Et on a une grande tradition, je veux dire, la recherche-action initiée au Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique, c'est de la gestion à l'École Polytechnique, je fais exprès de faire ce clin d'œil. C'est une recherche très appliquée en lien avec les entreprises, mais qui aboutit à des découvertes fondamentales. Donc je crois que c'est vraiment important de garder ça en tête quand on parle de la recherche dans les grandes écoles. Oui. François, vas-y. J'aimerais partager avec vous 3 points supplémentaires sur l'excellence de la recherche dans nos grandes écoles. Le premier point, c'est que je constate malgré tout que nous avons une situation assez contrastée au sein de nos 200, un peu moins de 250 grandes écoles. Nous avons des grandes écoles qui ont vraiment une activité de recherche très dense quantitativement, qualitativement, d'autres un peu moins et d'autres encore un peu moins. Notre rôle à la conférence des grandes écoles, c'est d'aider, entre guillemets, si je peux me permettre, des écoles qui souhaiteraient aller plus loin en matière de
participation à la recherche, peut-être dans des politiques de sites, à trouver leur place plus facilement dans le domaine de la recherche. Ça, c'est le premier point que je voulais donner, donc entraide entre les grandes écoles de la CGE. Le deuxième sujet, c'est on aime à se satisfaire que notre recherche est un vecteur d'excellence. Certes, nous sommes tous d'accord avec ça, mais il faut aussi qu'on conserve notre capacité à attirer les meilleurs chercheurs nationaux et internationaux, à les attirer et à les garder. Nous avons de temps en temps des étoiles montantes dans nos écoles, mais aussi assez souvent ça devient des étoiles filantes parce que on n'arrive pas à les garder. Et nous, par exemple, à Télécom Sud Paris, nous commençons à nous poser la question d'obtenir le label HRS for Air. Qui en gros est un label qui démontre que nous avons une manière de gérer, je sais plus qui parlait tout à l'heure d'excellence dans la gestion des établissements, mais ça revient à ça, c'est l'excellence dans la gestion que nous avons de nos forces de recherche. Et ça, je crois qu'on doit tous regarder ça, comment labelliser notre gestion des chercheurs. Et je donne un deuxième exemple à Télécom Sud Paris, c'est que moi je travaille beaucoup avec ma doyenne des enseignants-chercheurs, justement pour qu'elle nous aide à définir comment on gère en permanence cette double casquette, je suis enseignante, je suis chercheur, ou je suis chercheur, je suis enseignant. Ça me paraît pas toujours si simple et je crois qu'il y a vraiment un gros travail de réflexion à mettre en place pour que chacun trouve sa place dans nos écoles. Le troisième sujet, ce sont nos étudiants. Alors, on leur transfère du savoir issu de notre recherche, donc nous leur permettons d'être à l'état de l'art. Pour autant, je pense que nous devons nous poser la question de savoir comment nous arrivons à détecter parmi nos étudiants qui ont vocation à être ingénieurs, pour la plupart d'entre eux, comment nous détectons aussi de futurs chercheurs. Et ça, je crois que nous avons encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine pour progresser. Nous devons mettre en pratique, ou en exergue, ou en évidence des parcours recherche pour nos futurs ingénieurs qui voudraient poursuivre au-delà de Bac+5. Et je constate que, par exemple, à Télécom Sud Paris, nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et je donne un exemple. Nous avons parlé beaucoup d'employeurs, d'entreprises, d'industriels et de l'intérêt que nous avons à connecter avec les alumni. Quand je fais les amphis de rentrée dans mon école, j'ai pas aujourd'hui de gens qui sont dans l'industrie, qui sont des chercheurs dans l'industrie, qui viennent parler à mes étudiants. Et je crois que nous devons travailler également en France, c'est déjà fait par exemple beaucoup plus dans d'autres pays comme l'Allemagne, à faire venir des étudiants qui ont réussi dans le domaine de la recherche industrielle et qui viennent parler à nos étudiants pour dire vous pouvez continuer à faire de la recherche dans l'industrie. Voilà ce que je souhaitais ajouter pour... Merci beaucoup François et Delphine de répondre y compris aux questions que je ne pose pas, ce qui est un grand talent, mais c'est très bien parce qu'on a compris au final que la recherche est impactante, qu'elle est importante et que la recherche est partenariale pour l'ensemble de nos établissements. Laurent tout à l'heure rappelait en amont que c'était évidemment un des critères d'entrée de nos établissements dans la conférence des grandes écoles. Je voulais aussi le rappeler. Dernier temps, alors qu'il va être un temps flash cette fois-ci, avant de rendre la parole à Gilbert, je voudrais que, en un instant, chacun d'entre vous puisse me dire, pour le coup, même si on a eu quelques avant-goûts dans les différents propos, François vient de s'en faire l'écho sur certains aspects, notamment les enseignants-chercheurs, etc., que vous me fassiez l'écho d'un grand défi, justement, sur ces questions d'excellence, une excellence dont on a compris qu'elle n'était pas complètement figée dans le marbre, puisque le monde est effectivement nouveau. Donc, quel défi ? Et surtout, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'induit ce défi en termes de posture ? Qu'est-ce qu'on doit changer, peut-être, ou faire évoluer dans nos attitudes, dans les mots qu'on met derrière les choses pour les 50 ans qui viennent ? Voilà. Alors, Philippe, on va commencer par vous, puisque c'est vous qui êtes en ligne. Un défi et peut-être le changement de posture que ça induit pour notre collectivité. Oui, pour rester dans le domaine de la recherche, je dirais que autant pour les formations, je pense que les grandes écoles ont une certaine agilité qui est assez remarquable. Dans le domaine de la recherche, un des défis sera, je crois, d'arriver à concilier le temps long de la recherche
parce que pour faire de la recherche et monter des laboratoires de recherche, des équipes au meilleur niveau, ça prend du temps. Concilier ce temps long de la recherche avec l'accélération des cycles d'innovation aujourd'hui et les défis environnementaux et sociétaux auxquels on devra répondre dans des temps qui sont très courts, voire même immédiats. Donc, je crois qu'il y a ce défi-là, et on a quand même des pistes. Hein. Je crois que pour y répondre à ce défi-là, il faudra travailler beaucoup plus en réseau que ce qu'on le fait aujourd'hui, même si c'est déjà le cas dans un certain nombre de réseaux à l'échelle française et européenne. Travailler beaucoup plus en association, on en a parlé tout à l'heure, hein, la question de s'associer et de mettre ensemble des synergies, c'est probablement un axe sur lequel il faudra développer les efforts dans les années qui viennent encore. Merci beaucoup. Sana, un défi et un changement de posture induit par ce défi. Alors, un défi, mais c'est vrai qu'il y a une notion dont on a parlé, c'est les pouvoirs publics. Donc, c'est un défi qui concerne à la fois les écoles, à la fois les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics. Et ça passe par comment repenser un modèle d'enseignement supérieur qui puisse répondre aussi bien avec anticipation aux enjeux des entreprises, aussi aux enjeux sociétaux et environnementaux, et qui puisse aussi donner la chance à tous les talents ayant le potentiel d'y accéder. Très bien. François ? Qu'est-ce qui me passe par la tête? Un défi, je pense que au hasard, tous nos écoles qui sont sur des thématiques qui n'ont aucun rapport avec la santé, je pense nous devons tous nous poser la question de comment on va travailler au profit de la santé au sens large. J'inclus dans la santé l'environnement. Je lisais récemment un article qui disait que Julia avait réussi à breveter une molécule issue de la betterave pour soigner des maladies graves des poumons. Moi, je trouve ça incroyable. Et les écoles du numérique, par exemple, je pense qu'elles doivent, comme celle que j'ai la chance de diriger, doivent se poser la question comment je peux utiliser le numérique dans le domaine de la santé beaucoup plus qu'avant. Donc, changement de posture, c'est comme l'environnement. Il faut convaincre nos forces vives des écoles qui déjà, il faut qu'elles se forment. J'ai des chercheurs chez moi qui se sont jamais posé la question de l'environnement. Moi, il y a 5 ans, je m'étais jamais posé la question de l'environnement. Vraiment, c'était bête, mais c'est comme ça. Comment je fais pour inclure dans ma pratique le fait que je dois coopérer, travailler, réfléchir davantage à l'impact de ma recherche, voire même comment je peux contribuer directement à des nouvelles thématiques comme celle de la santé et de l'environnement. Et comment on fait ça collectivement? Parce qu'une personne par-ci par-là peut le faire, mais collectivement, comme on le fait à beaucoup, c'est ça pour moi le défi et le changement de posture. C'est très clair, merci beaucoup Delphine. Alors moi j'en ai 3, tu vas pas être content, ah non. C'est pas grave, mais je vais être très courte sur chacun. Le premier, on l'a un peu évoqué, je pense que c'est le défi de la multidisciplinarité. Parce que quand même, la particularité des grandes écoles, c'est qu'elles sont dans un domaine. Quand on va à l'international, on voit que les grandes universités sont pluridisciplinaires. Alors, on y pallie par des alliances, hein, on a des très gros partenariats entre nous, mais c'est quand même plus compliqué dans un monde de plus en plus pluridisciplinaire où les entreprises, la recherche se font par croisement de compétences et d'expertise. Donc, je pense que c'est un vrai défi pour l'avenir. Même si on trouve des solutions, c'est pas idéal. Le deuxième défi, on l'a aussi un peu évoqué, mais j'aimerais y revenir parce que on ne le résout pas en le mentionnant simplement, c'est le défi de la diversité. D'abord, la diversité de genre. Aujourd'hui, on a quand même très peu de jeunes filles qui se forment au métier de la tech et de l'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'elles n'auront pas accès aux fonctions de direction générale dans les entreprises qui vont transformer le monde dans les 20 prochaines années. Moi, personnellement, ça me pose un problème d'anticiper que les femmes seront largement absente de ce domaine. Bien sûr, la diversité sociale, alors on est meilleur que notre image ne le dit, hein. Là, on a un double défi sur la diversité sociale, on a un défi réel d'améliorer la diversité sociale parce que même si on fait tous beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'idées préconçues sur les grandes écoles qui font que beaucoup de jeunes de milieux défavorisés n'envisagent même pas de nous rejoindre.
Et le deuxième sujet là-dessus, c'est un défi d'image, parce qu'on a une image bien pire que la réalité, même si la réalité n'est pas encore au niveau. Et le troisième défi, celui que j'avais prévu de dire, mais c'est pas grave, c'est le défi de l'expérience étudiante. Alors, les grandes écoles ont une tradition, par leurs activités associatives, sportives, en matière d'expérience étudiante. Mais aujourd'hui, nous sommes très attendus sur ces sujets, face à des nouvelles générations qui ont souvent vécu le Covid de manière très, très douloureuse à l'heure où ils étaient adolescents, face à des jeunes générations très anxieuses sur l'avenir de la planète, l'avenir de la société, face à des parents aussi très anxieux sur ce que deviennent leurs progénitures. On est attendu beaucoup plus sur ces sujets de bien-être, d'accompagnement à la prise d'autonomie, d'accompagnement à l'international, d'accompagnement du stress. Et je crois que ça implique aussi qu'on repense notre métier au-delà de la partie académique, au-delà de la partie pédagogique, pour englober l'expérience étudiante dans son ensemble. Englober l'expérience étudiante, très bien. Merci Laurent, ça va être à toi de conclure sur ce grand défi. Et puis toi, tu devras nous dire quand même spécifiquement si nous, hommes comme femmes, avons un logiciel à transformer dans nos esprits face à ces défis. Alors, je vais prendre le défi, je vais reprendre ce que François a dit tout à l'heure. C'est vrai que je pense qu'on a un défi qui est peut-être un défi court terme, qui est la question des ressources humaines sur nos enseignants-chercheurs. Parce que vous cherchez tous des enseignants-chercheurs. On est dans une course qui est mondiale. Et comme l'a dit Delphine, on a vécu une très forte académisation de nos écoles sur ces 50 dernières années. Aux arts et métiers, avant 1980, il n'y avait pas d'activité de recherche du tout. Donc, et sur des schémas d'enseignants-chercheurs qui sont relativement classiques, qui sont visibles à l'international. Et parfois, on a du mal à faire que ces gens-là, ils soient toujours porteurs des spécificités qu'ont fait nos écoles, en particulier la proximité avec les entreprises. Et on s'interdit presque maintenant de recruter des gens qui ne soient pas des enseignants-chercheurs. On avait dans nos écoles des gens, des enseignants qui étaient issus du monde de l'entreprise. Comme l'a dit François, aujourd'hui, trouver un enseignant avec un doctorat qui vient avec une expérience industrielle, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'on a ce défi de ces enseignants, chercheurs de nos grandes écoles, qui ne soient pas sans cesse tiraillés entre je dois publier à fond parce que c'est ça la visibilité internationale, mais en plus l'après-midi il faut que je sois dans une petite PME pour comprendre quels sont ses besoins parce que c'est ça aussi l'identité de mon école. Donc et ça je pense que c'est un sacré défi et on est tous un peu coincés dans nos évolutions, dans notre développement par cette question de ressources humaines. Et ta deuxième question c'était quoi? C'était qu'est-ce que ça change en matière de... Peut-être pour résoudre ce défi, un peu de complexité finalement que tu évoques. Est-ce qu'on a besoin, nous, de changer notre logiciel ou de penser un peu autrement et sur quel sujet? Ouais, je pense que tout ce qui a été dit là, ça nous amène à beaucoup plus collaborer entre nous. C'est-à-dire développer des spécificités propres, portées par nos populations d'enseignants-chercheurs et aller chercher des compléments autour dans d'autres écoles, à l'université. C'est ça ce qu'il faut changer, une ouverture. Je m'arrête là parce que je me suis fait... Merci beaucoup Gilbert Guette. Mais tu sais que je suis le maître du temps, Laurent. Absolument. Donc bon, voilà, on a eu plein de questions. Donc l'outil marche, le WooClap marche très très bien. Et ça ne vous étonnera pas puisque vous avez, je dirais pas énervé, mais titillé les grandes écoles en leur disant qu'ils n'étaient pas assez opérationnels, ou pas assez, ou trop, ou pas assez. Bref, vous savez qu'elles n'aiment pas trop quand on leur dit ce qu'il faut faire, mais en même temps c'était intéressant. Alors la question, elle est en fait c'est un petit clin d'œil qu'on vous fait. Et à entendre Madame Nalla, les diplômés des très grandes écoles ne sont pas pleinement opérationnels à leur sortie. La mise sur le marché de diplômés immédiatement opérationnels et à l'état de l'art serait-il donc l'apanage des pas très grandes écoles? Pardon, je n'ai pas entendu la fin de votre... Je sais pas qui a posé la question, mais je l'adore. Est-ce que les diplômés opérationnels seraient sortis finalement des pas très grandes écoles? Parce que si vous dites que ceux des grandes écoles ne sont pas pleinement opérationnels, ils sont où ceux qui sont opérationnels? C'est là où ça pose la question de l'apprentissage quand même. Justement, c'est là où peut-être les grandes écoles devraient peut-être davantage se mettre à l'apprentissage, parce que c'est vrai qu'on n'attend pas forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un jeune diplômé, on n'attend pas à ce qu'il soit hyper expert avec de l'expérience, etc. On attend à ce qu'il ait un certain niveau de connaissances
issu d'une excellence, mais là où, et nous, c'est vrai qu'on est très ambitieux sur l'apprentissage. Déjà, on a une réglementation légale à respecter, hein, avec une ambition de recruter 10% de notre effectif en apprentissage quand la loi vous impose 5%. Mais pourquoi on a Vous êtes aidé en même temps, hein. Vous avez eu une impulsion de l'État, hein, pour recruter. Mais on a quand même doublé, oui, mais ça répond à l'obligation. On a quand même doublé cette ambition, et on le fait pas tant pour ça. Je peux pas vous laisser dire ça. Non, ce que je dis, c'est que c'est très bien de le faire. C'est très bien de le faire. Ce que je dis, c'est que l'État a impulsé aussi un mouvement d'ampleur avec la Chine de soutien. Je dis pas du tout que. Mais qui répond quand même à une certaine forme. Quand on prend des jeunes personnes en apprentissage pendant 1 an, 2 ans, on leur donne quand même une certaine expertise déjà. Sur l'expertise, mais aussi la connaissance du monde à l'entreprise. On a souvent, on fait face à des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Donc, il y a et la culture d'entreprise, comment travailler, comment respecter les codes, les règles d'une entreprise, et à leur apprendre aussi les prémices d'une. Vous avez compris le petit clin d'œil. Je pense que le sentiment, et Laurent et Delphine répondront. Vous répondrez aussi à Sana, et juste une question qui suivra. Est-ce qu'on fait pas, à contrario, trop d'excellence académique? C'est une question dans les écoles. Vous répondez à Sana, et puis. Oui, non, un élément de réponse. Nous, on est tout à fait pour faire plus d'apprentissage. Je pense qu'on a beaucoup progressé. Là, on arrive en butée, c'est le financement. Le financement de l'apprentissage aujourd'hui, c'est un financement à coût marginal. On a parlé d'écoles dans lesquelles il y a 40-50% d'apprentis. Donc si ça a de la valeur pour vous, il faut payer plus, et ça pose la question des coûts contrats et des restes à charge. Voilà. Dans le micro, Sana, s'il vous plaît, parce que... C'est tout de même, si on a mis de l'investissement là-dessus, c'est parce que c'est le modèle le plus économique aussi. On des stages. Alors, on comprend qu'ils sont... On ne se mettra pas d'accord aujourd'hui, Laurent, attention, hein, parce que... Nous sommes d'accord, en fait. Bon, si vous pouvez mettre un petit billet en plus, c'est très bien, et on n'est pas contre dans les grandes écoles. Delphine, vous répondez à l'injonction que j'ai dite à Sana, ou vous répondez à ma question, est-ce qu'on fait pas trop d'excellence académique? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les écoles de commerce, et on reprochait souvent de faire des papiers, des étoiles CNRS. Vous disiez même lors de votre conférence de presse, 300 étoiles CNRS l'année dernière, plus que ce qu'on avait prévu. Finalement, est-ce que c'est pas en contradiction avec ce besoin d'être très opérationnel? Je le disais en introduction, je pense que l'excellence, c'est pas que l'excellence académique, mais l'excellence académique est aussi une source d'excellence pédagogique, parce que ce qui différencie une grande école, j'allais dire peut-être d'une petite école, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, puisque c'est la conférence des grandes écoles seulement, c'est qu'on est créateur de connaissances, qu'on fait de la recherche, qu'on fait évoluer les choses et qu'on transmet cette connaissance à la pointe dans nos enseignements. Donc moi, je pense qu'il faut aller au-delà de l'opposition entre recherche et enseignement. Je pense que des bons chercheurs ont des choses passionnantes à raconter en cours à leurs étudiants, et de la même façon, être en cours confronté à des étudiants intelligents qui vous challenge, qui vous posent des questions, ça nourrit votre recherche. Donc moi, je suis très convaincue que excellence académique va avec excellence pédagogique, et qu'il y a aussi une dimension, c'est pour ça que j'ai évoqué l'expérience étudiante, humaine, transformatrice des grandes écoles, et que je crois quand même, quand on se compare à d'autres établissements en France ou à l'international, qu'on le fait plutôt bien. Donc ne nous flagellons pas trop, on a quand même des vraies force dans nos établissements. C'est une certitude. Alors, on continue pour vous ça. Qu'est-ce que c'est une petite grande école, une moyenne grande école, une très très grande école? Bon, vous voyez bien comment quoi d'humour en tout cas. Une question. Ce sont les étudiants, je pense, hein, qui interviendront tout à l'heure. Est-ce que finalement, pour transmettre cette excellence, il faut pas compter aussi sur les étudiants? Romain m'a glissé, je t'ai reconnu, hein, donc je sais, c'est toi qui as envoyé Romain, qui représente le BNEM, les bureaux des écoles de management, des élèves des écoles de management, c'est ça, qui me dit finalement, est-ce qu'on compte assez sur les élèves pour partager cette excellence au plus large public? Mais je sais pas comment est-ce que vous avez travaillé pour les associer, soit vos étudiants, soit dans les lycées, soit pour mener des opérations. Je pense qu'on essaye tous de le faire, peut-être pas assez, hein, mais c'est vrai que souvent nos étudiants sont quand même nos meilleurs ambassadeurs,
Et en matière de vie étudiante d'excellence, je pense que nos étudiants se posent là, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit des très très grandes actions, parfois des petites écoles par le nombre de ces étudiants qui arrivent à porter des actions pilotées par les étudiants qui sont de grande ampleur et qui marquent les esprits, quoi. En particulier dans le champ des questions environnementales, sociétales. Donc, pour nous, effectivement, l'excellence de l'école, elle passe aussi par ses étudiants et par l'image qu'ils peuvent projeter. Sana, après Delphine, oui. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit les étudiants force d'initiative, notamment par le biais des juniors entreprises. Et les juniors entreprises, c'est vrai que voilà, l'excellence, elle est palpable sur les initiatives des étudiants sur ces associations-là et ces regroupements. En discutant avec les recruteurs donc, qui sont à la sortie de l'école Télécom Sud Paris, pour revenir à l'excellence de la vie associative, parce que parmi les multifacettes de l'excellence de nos écoles, je considère que la vie parascolaire fait partie de l'excellence que nous transférons promo après promo à nos étudiants. Moi, j'ai des entreprises qui viennent me voir en me demandant quelles sont la liste de ceux qui étaient dans le bureau des élèves. Parce que c'est les premiers qu'en général, ils souhaitent recruter. Parce qu'ils ont pris des responsabilités dans la vie associative tout en réussissant à avoir le diplôme. Donc ça, je pense que c'est important. Pour revenir au fait que ils sont pas toujours opérationnels quand ils sortent, nos étudiants. Je suis d'accord qu'on doit travailler là-dessus. Moi, ça fait partie de mes critères principaux dans l'évolution de mes formations. Je souhaite que nos étudiants ils soient à l'état de l'art, virgule, et virgule, prêt à. Parce que nous avons conscience que le turnover dans les entreprises a beaucoup augmenté. Et donc, quand un étudiant s'en va au bout de 3 ans après son premier poste, s'il n'est pas prêt tout de suite, c'est pas bon. Merci. Quelques minutes, je me suis engagé à passer la parole à Stéphanie tout à l'heure. J'ai eu la chance d'interviewer plusieurs deans aux États-Unis et il y avait un mot qui revenait à chaque fois, c'était l'inclusion. Ils avaient que ce mot à la bouche. Ils parlaient pas d'excellence, je suis désolé. Ils ne parlaient même pas de recherche, d'innovation. Ils parlaient pas de performance. Ils parlaient d'inclusion, comme si c'était le thème central dans une économie extrêmement libérale, au fond, où on pourrait penser que c'est pas le premier sujet. Et pourtant, c'est un sujet. Est-ce qu'au fond, c'est aussi votre défi? Vous l'avez dit tout à l'heure, Delphine. Vous l'avez répété. Au fond, c'est un sujet sur lequel on doit s'engager au moment où finalement, dans les prépas, ça se stabilise, voire ça baisse un peu, où finalement les profils sont très variés. On va chercher à l'international. Laurent et Delphine, qui veut. Oui, enfin Delphine l'a dit, c'est vrai que c'est la question de l'inclusion, c'est une question de tous les jours pour nous. On a sans doute des campus qui sont adaptés à ça. Mais qui parfois peuvent paraître comme un milieu fermé, qui peuvent faire peur, comme le milieu de l'entreprise d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on souffre des mêmes maux de visibilité que les entreprises. Et comme l'a dit Delphine, on fait beaucoup, on y consacre beaucoup de temps avec sans doute trop peu de visibilité. Delphine? Oui, je l'ai évoqué, c'est inclusion en termes de genre, inclusion sociale. Je rajouterai la dimension inclusion territoriale parce que on maille le territoire, on est présent dans toutes les villes, quasiment, et je pense que ça contribue aussi à nous rapprocher des entreprises, mais aussi des enjeux territoriaux et sociaux. Nos étudiants, pour revenir à la question sur nos étudiants, on a devant nous les représentants du BNEM, BNEI. Nos étudiants sont très actifs dans les territoires pour animer le collectif, pour prendre des initiatives sociétales, environnementales, sociales. Et je pense que ça fait aussi partie de l'impact qu'on a au-delà de la dimension académique. Et je crois qu'on en est collectivement fiers parce que ça fonctionne assez bien et on est paradoxalement, on est presque, j'allais dire, plus on est loin de Paris, mieux on est intégré dans les territoires et mieux on est vu plus on est vu comme un acteur territorial fort. Ouais, et l'inclusion. J'avais une question toute bête, Laurent. Jusqu'où accueillir des étudiants, parce que les écoles n'ont pas vocation à accueillir les 2 600 000 étudiants français. Donc non, sans doute. Elles produisent beaucoup de masters. Mais sans doute, mais j'en profite pour pouvoir dire devant tout le monde ce qu'on a dit à Sylvie Retailleau quand elle a été nommée la première fois qu'on l'a rencontrée ensemble. On l'a dit, le modèle grande école, il peut faire plus. On pourrait accueillir plus de monde dans nos campus. Alors,
Combien de pourcents en plus, je ne saurais pas le dire, c'est à chacun de le dire. Mais on a quand même un modèle, on en a parlé avant, qui est reconnu et qui pourrait faire plus. Et je prends un exemple, quand on dit que le dernier baromètre égalité femmes-hommes dont on a parlé dit qu'il y a, je crois, 33% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. L'idée, c'est pas de remplacer des hommes par des femmes, c'est de mettre des femmes en plus. Hein. Voilà. Bien sûr. Donc on peut faire plus, on doit faire plus, et je pense que, alors je voudrais saluer Sophie Coméroc qui est là-bas, qui s'occupe de la très jeune commission grandes écoles et territoires. C'est vrai que développer la visibilité des écoles en territoire, et je suis tout à fait d'accord, les étudiants jouent un rôle majeur pour ça, mais surtout développer la capacité des écoles à faire plus en termes de formation, en s'adaptant à la diversité des publics du territoire. C'est un vrai enjeu. Ça n'a un mot parce que... Oui, juste rapidement, c'est vrai que nous aussi on a un enjeu de féminisation de la filière des métiers techniques chez nous. Mais c'est vrai que ça passe aussi par la formation des écoles. Il y a en moyenne le taux de féminisation dans les écoles d'ingénieurs, c'est entre 25 et 30%, ce qui est relativement faible. Quand nous, on s'impose des objectifs à atteindre à minima des 50% sur les métiers de management ou les métiers techniques. Donc ça, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose à faire ensemble. Peut-être des actions de sensibilisation aussi dès l'orientation, parce que c'est bien beau de te remettre la pierre pour le coup. Il n'y a pas de jeune fille dans les filières scientifiques, elle s'engage pas dans les filières scientifiques. C'est l'orientation. Je pense que c'est l'orientation, et là c'est entreprise, école, où on doit se serrer la main pour aller orienter les beaucoup plus jeunes pour s'orienter vers les filières techniques. Alors une phrase pour finir. If you want to improve, change. If you want to be perfect, change often. Qui a dit ça? C'est Winston Churchill. C'est pas Gilbert Azoulay, c'est Winston Churchill. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé, ça me permet de briller devant vous. On continue tout de suite avec celle qui va conclure cette première table ronde, Stéphanie Lavigne de Toulouse Business School. On l'applaudit. Je te laisse la place. Allez. Je m'assois à côté. Bonjour à toutes et tous. Alors c'est une lourde tâche de conclure. Est-ce qu'on va pouvoir conclure? En tout cas, moi je voulais mettre l'accent sur deux idées parallèles. La première, c'est que quand on assiste à un anniversaire, 50 ans c'est un très joli âge, c'est l'âge d'une maturité. Et 50 ans, on fait souvent le bilan de ce qu'on a fait jusqu'à là, et puis on se dit on a quand même envie de continuer à faire de très belles choses. Alors moi je me suis dit que j'allais orienter le discours sur tout ce qu'on a fait de bien et tout ce qui reste à construire. Alors tout ce qu'on a fait de bien, ça a été largement mis en avant. Ce modèle des grandes écoles françaises, il est très reconnu, très regardé à l'étranger. On l'admire, on le regarde, on essaye d'y emprunter des composantes, tout comme nous, écoles françaises. Allons regarder ce qui se fait à l'international pour emprunter ce qui se fait de bon chez le voisin. Alors évidemment, ce modèle des grandes écoles, c'est un signal d'excellence, c'est un gage de qualité. N'entre pas à la CGE n'importe qui, il faut remplir des critères pour entrer à la conférence des grandes écoles. Et cette CGE, elle se veut la promesse d'une employabilité très forte pour ses apprenants et d'une participation à la compétitivité économique par les talents qu'elle forme. Alors, que peut-on souhaiter pour les 50 ans qui viennent à la CGE? D'abord, et ça a été largement débattu, que l'excellence continue de rimer avec diversité. Sans doute, c'est sur cet aspect-là que la conférence des grandes écoles et toutes les écoles ont fait d'énormes progrès, notamment sous l'angle de la diversité sociale, on en a pas mal parlé. Mais la diversité, c'est la diversité de nos écoles dans la CGE, la diversité de nos professeurs, de par leur nationalité, leurs expériences internationales, leurs particularités en matière de recherche, la diversité de nos partenaires académiques, institutionnels, de nos entreprises, et puis la diversité des étudiants. Alors cette diversité des étudiants, on a beaucoup parlé de la diversité sociale. Les écoles ont fait énormément d'efforts pour garantir aux étudiants venant de tous horizons qu'ils avaient le droit de s'intéresser à des grandes études faites dans des grandes écoles et que quelles que soient leurs origines sociales, les écoles allaient les aider à intégrer cette voie d'excellence que sont les grandes écoles. Donc les progrès remarquables établis, et comme l'a dit Delphine, qui sont pourtant encore peu méconnus d'une partie, en tout cas de l'opinion, qui ne stigmatise toujours ce modèle des grandes écoles avec une non-diversité sociale. Cette diversité, elle est majeure aussi du point de vue de l'égalité homme-femme, et sans doute l'enjeu majeur, alors ça commence dès le lycée, pour les ministères, dans nos grandes écoles, c'est d'arriver à réattirer
les filles, les femmes, dans des filières, notamment mathématiques, mais pas que, qu'elles désertent de plus en plus et il ne faudrait pas repartir en arrière sur cet aspect-là. On a parlé de diversité. Dans nos écoles, il y a une partie prenante très très importante, ce sont nos étudiants. Et ce qui fait l'excellence de nos écoles, c'est aussi l'engagement fort de nos étudiants au sein de leurs écoles, à travers quelque chose qui est extrêmement structurant, ce sont les associations étudiantes. Pour le monde extérieur qui ne connaît pas bien les écoles, on leur attribue souvent un côté trop largement festif. Ces associations étudiantes, elles sont des formidables tremplins d'employabilité, de professionnalisation. Nos étudiants, très engagés dans les associations, accumulent d'ailleurs des performances fortes. Alors on a parlé des juniors entreprises, mais il n'y a pas que les juniors entreprises. Je parle de toutes les associations étudiantes qui œuvrent dans les écoles et qui bousculent les dirigeants d'école et qui ont notamment bousculé beaucoup les dirigeants d'école pour qu'ils intègrent des problématiques de responsabilité sociale, de facteurs environnementaux, sociétaux, géopolitiques, que les directeurs d'école avaient du mal à mettre au bon niveau dans leurs écoles et notamment au centre de leur formation. Donc moi je voudrais dire un grand bravo à nos étudiants qui sont là aujourd'hui et puis souligner que sans l'excellence de ces étudiants qui font des écoles des véritables lieux de vie et de savoir-faire, les écoles de la CGE n'auraient pas cette aura aujourd'hui. Alors on disait l'excellence, il faut qu'elle rime avec diversité. Il faudrait aussi dans les souhaits que l'excellence rime avec impact. On a parlé de l'impact de la recherche. On a dit qu'aujourd'hui, tous les chercheurs qui sont recrutés dans les écoles, on recrute pas une équipe de foot, même si on aime bien le foot. On aime bien aussi le rugby à Toulouse et en particulier ce week-end avec le formidable match de l'équipe de France. Donc on recrute pas des chercheurs qui sont des joueurs sportifs et qui vont marquer des buts, même si dans la course et dans la concurrence internationale et nationale, on compte tous les étoiles de nos chercheurs. Évidemment, nous, directeurs d'école et nous, école de la CGE, on peut compter des étoiles pour les rankings, on peut justifier d'une qualité pour nos ministères, pour nos autorités d'accréditation, mais nous devrons penser dans le futur impact des recherches qui sont menées par les professeurs. Ça passera, à mon sens, par deux axes. Le premier, être en capacité de faire des cours qui intègrent les résultats des recherches de nos enseignants-chercheurs, donc diffuser le plus possible le résultat de nos recherches à nos étudiants, et puis le diffuser à la partie prenante qu'il ne faut jamais perdre des yeux, ce sont les entreprises pour lesquelles nous formons nos jeunes et nos moins jeunes, et avec qui nous devons avoir cette relation de proximité. Le troisième enjeu, c'est évidemment que excellence rime avec innovation. On a beaucoup parlé d'innovation pédagogique. Toutes les écoles sont très aguerries. On a parlé d'agilité pédagogique. Il y a des labels qui garantissent la qualité de cette innovation pédagogique. Le dernier en date de la conférence des grandes écoles, c'est ce label Fort Digital qui garantit que vous êtes une institution capable de produire un enseignement distanciel et numérique au top niveau. Alors la question que moi je voulais poser en conclusion, c'est finalement, faut-il avoir peur de toutes ces innovations? Alors, on parle beaucoup en ce moment des innovations dans l'intelligence artificielle, sur ce ChatGPT, sur tout ce que ça procure, tout ce que ça provoque comme angoisse au niveau des établissements. Peut-être un message positif pour les 50 ans qui viennent et ne pas avoir peur de ces innovations, ne pas avoir peur de ce progrès technologique, mais de savoir comment nous, on va pouvoir l'intégrer au mieux, à la fois dans nos cours, dans nos formations et dans nos systèmes d'évaluation et ne pas se dire que le pire est à venir, mais plutôt que le meilleur est à venir. Et sans doute, pour que le meilleur soit à venir, il faut qu'on soit capable collectivement, école de la CGE, de garantir au monde extérieur, aux apprenants et à leurs familles, ce en quoi nous délivrons un enseignement de qualité. Alors il y a les labels, mais il y a sans doute toutes les dynamiques collectives que nous mettrons en place pour garantir que nous sommes des écoles innovantes. Enfin, dernier enjeu, que nos écoles soient en capacité d'intégrer puis d'enseigner et de répondre à tout, on en a beaucoup parlé, à tous ces enjeux macroéconomiques, géopolitiques, sociétaux, environnementaux. On ne fait pas des cours de RSE, développement durable, parce que c'est la mode et parce que les gens attendent qu'on le fasse. On le fait parce qu'on est profondément convaincus que nous, grandes écoles, avons une responsabilité très lourde, celle de former des talents qui vont se retrouver dans des situations de dirigeants, mais pas que, dans des relations, dans des fonctions
de cadres en entreprise et qui vont participer à construire le monde économique de demain. Donc notre responsabilité pour les 50 ans qui viennent est sans doute d'être au bon niveau dans la façon dont nous intégrons ces enjeux, de les enseigner et puis peut-être, dernier point, de ne plus penser autant court terme, mais penser long terme, d'avoir cette approche la plus holistique possible et de revenir à ce qui a fait le modèle de départ de beaucoup d'écoles, notamment des écoles de management, c'est cette proximité avec les entreprises. Être en capacité de travailler main dans la main avec les entreprises pour mieux répondre à leurs enjeux de compétitivité et à leurs enjeux de recrutement des meilleurs talents. Voilà, c'était quelques mots de conclusion. Merci Stéphanie, c'était hyper pointu, hyper précis. Mais on peut la remercier parce que elle a géré royalement. Stéphanie, vous avez listé tous les défis auxquels doivent faire face les grandes écoles. Je crois qu'elle a été parfaite. On met combien? Quelle note? Enfin, sur 20. Moi, je mets, voilà, tout simplement. Après tout, on est dans un univers académique. Merci beaucoup. C'est la première fois que je note une directrice d'école. Ça me fait plaisir aussi.